Tout le monde, depuis le début, souligne, M. Trudeau, le changement de style. Voyez les gens avec les téléphones qui veulent vous photographier. Il y a un côté très people, très presque rockstar. Là, aux Philippines, votre siège a été vendu plus cher aujourd'hui que le siège de Barack Obama pour une action de charité. Est-ce qu'il n'y a pas un danger à ça aussi, d'aller vers la superficialité? Si vous avez une trace, un leg à nous laisser ici au Canada et au Québec, ça serait quoi pendant votre passage, pendant votre mandat? Ce serait de démontrer à quel point on se ressemble beaucoup plus qu'on diffère. Que cette belle diversité que nous avons ici au Québec, au Canada, est une source de force et non de faiblesse. Qu'il faut aller vers les gens, il faut les écouter, il ne faut pas avoir peur, faut être ouvert et c'est une leçon que le monde entier se doit d'apprendre. Ce qu'on est en train de faire pour les réfugiés syriens, on espère que ça va pouvoir démontrer à quel point il faut faire une meilleure job d'accepter des réfugiés partout dans le monde, qu'on peut les intégrer, qu'on peut leur donner une piste vers la réussite pour pouvoir contribuer à leur famille, mais aussi contribuer à leur pays. Évidemment, la Syrie est en crise particulière maintenant, c'est pour ça qu'on les a ciblés, mais on continue à accepter des réfugiés de partout dans le monde et on espère que justement, par nos actions concrètes immédiate, on va changer un peu la conversation en Europe et par rapport aux Syriens et par rapport aux Africains et par rapport aux autres. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Caitlin Murphy, intervenante sociale avec les personnes sans abri. Et je vous présente aussi M. Jackson, qui est avec moi. Hey. Good to see you. Plaisir. My sister, she was Okay, I'm going to continue. father's. I'm going to continue. Thank you. Je voulais pas vous poser. Thank you. You're a good man. Thank you. Thank you very much. Je voulais pas nécessairement vous poser une question. Je voulais juste vous dire. Yes. Oui. We need a better relationship Thank you and more very support. much, Daniel. Merci. Thank you. D'abord, merci pour votre travail, là. Vraiment, c'est tellement important. Une société se doit d'être jugée par comment on s'engage avec et on appuie les gens qui ont vraiment besoin d'aide. Et sur la vie privée, le risque d'en faire trop. Il y a eu cette magnifique photo qui a fait beaucoup jaser de vous et votre épouse. Très belle photo, d'ailleurs. Mais la question qui se posait, c'est est-ce que ça nous regarde? Est-ce qu'on doit voir autant du privé de quelqu'un, d'un premier ministre? D'abord, c'était une photo où je tenais ma femme. Je suis en amour avec Sophie. Ça paraissait. Oui, et c'est mauvais ou ça donne une mauvaise image? Non. Je comprends pas. Une des questions qu'on a le plus reçues, et c'est un dossier international, c'est Raif Badawi. Par courriel, par Twitter, par des gens qui nous ont, de toutes les façons possibles, dit « Demandez-lui, est-ce qu'il va prendre le téléphone pour appeler le roi d'Arabie Saoudite pour dire « Libérez Raif Badawi ». Monsieur Dion a parlé hier à son homologue en Arabie Saoudite et on va voir ce que ça va donner. C'est certain que on veut, comme j'avais dit quand j'ai rencontré sa femme, on veut tout faire pour amener de la clémence pour Raif Badawi. Mais il faut le faire dans l'ordre, il faut le faire de façon respectueuse. Puis la première approche, ça va être mon ministre des Finances qui va le faire. Ministre des Affaires étrangères. Mais vous voulez dire que si vous appeliez, il pourrait être froissé, le roi, que ça peut être contre-productif? C'est juste si... En même temps... Si moi, j'appelle puis je demande, puis il me dit non, mais pourquoi vous dites... Qu'est-ce qu'on fait la prochaine étape? Oui, Il faudrait en outre interdire la participation des officiers de l'État à des manifestations religieuses dans le cadre de leurs fonctions. Il faudrait interdire, j'imagine, à Mme Marois d'assister à la messe au lac Mégantic. Retirer le volet culture religieuse du cours d'éthique et de culture religieuse tel qu'il est actuellement conçu et présenté pour ne garder que le cours moral. Procéder à l'évaluation des liens financiers entre l'État et le religieux afin que l'État ne soit pas ou ne paraisse pas associé aux religions. Ensuite, il faudra encore examiner les subventions aux écoles confessionnelles et les privilèges fiscaux consentis aux communautés religieuses. Donc, on a des partisans d'une laïcité
qu'ils disent laïcité vraie, que j'appelle laïcité stricte, qui contient tous ces éléments. On voit bien que sur le concept de laïcité, on peut mettre beaucoup de choses. Dans le cas présent, on vise, au fond, à libérer l'État de toute accointance religieuse. On va demander de parler aujourd'hui des femmes racisées, c'est-à-dire les femmes non blanches. J'en suis une parmi plusieurs. Plusieurs d'entre nous sont éducatrices à la petite enfance, à la ménagère, étudiantes cégepiennes, mères au foyer, et bien plus encore. Pourtant, quand on pense aux femmes racisées, on pense souvent des femmes d'ailleurs, des femmes dans d'autres pays qui vivent des situations difficiles. Mais la vérité, c'est que la précarité, le manque de ressources, la violence, c'est des choses qu'on vit ici et maintenant au Québec. Comme beaucoup de mouvements sociaux et de mouvements féministes à travers le monde, le mouvement de libération des femmes qui apparaît au Québec à la fin des années 1960, au moins dans sa variante radicale, s'inscrit dans le sillage des mouvements de libération nationale des populations d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, qui aspirent à la souveraineté politique et au bris de leurs liens de dépendance face aux puissances coloniales. Le slogan du Front de libération des femmes est « On ne peut plus clair » à cet égard. Pas de Québec libre sans libération des femmes, pas de femmes libres sans libération du Québec. Là, pardonne-moi, je vais parler assez rapidement, tu m'excuseras, j'ai pas beaucoup de temps d'antenne et quand même beaucoup à dire, donc tâche de suivre. Je te préviens, je suis un artiste, de gauche, immigrant. Mais sache que ce n'est ni l'artiste, ni un gauchiste, ni l'immigrant qui te parle aujourd'hui. Je ne veux pas que tout ça devienne une affaire de « Ah ben la gauche va me dire ça » ou ben « Ah ben un artiste » ou même « Ah les musulmans ». Puis là, je dis musulman, je suis même pas musulman. Je fais juste le raccourci pour toi. Parce que je te vois déjà faire un lien débile entre mes origines iraniennes et ce micro ouvert. Ensuite, un lien débile entre mes origines iraniennes et l'islam. Et là, soudainement, dans un de tes messages Twitter, je suis un musulman terroriste réfugié de gauche qui fait du théâtre. Donc, je vis sur le plateau. Puis là, oh, un lien est si vite fait avec Québec solidaire. Puis là, je sais pas quoi. En fait, je m'adresse à toi, à l'homme. À l'homme qui vit tous les jours dans le même pays que moi. Celui qui a peut-être des enfants qu'il doit forcément aimer, je sais pas. C'est-à-dire les aimer pleinement, sans compromis. Ouais, tiens, voilà. Je m'adresse à toi, le papa, mettons. Ou l'homme, le gars, tu sais. Je me demande si tu penses, toi, parfois à tes enfants, si tu en as, ou bien aux enfants de tes amis, mettons, ou les enfants en général, lorsque tu écris ce que tu écris. Ou pire, quand tu lis les commentaires de ceux et celles qui te lisent. Ça ne te fait pas peur, toi, que des gens te lisent et te croient? Que tes discours, ou plutôt tes chroniques en caps lock rédigées en 3 minutes et demie, ou bien gueuler à la radio suscitent de la haine, de la peur de l'autre? Quand au lendemain des attentats à Paris, tu écris presque instantanément des niaiseries espérant obtenir des likes, une pure connerie du genre « Ah, l'islam, ah, les musulmans ». Puis t'es pas le seul, je le sais, vous êtes beaucoup, c'est ça le problème. Dis-moi, ô toi, prophète des vraies conneries et de la connerie humaine, tu lis-tu les commentaires qui suivent tes statuts Facebook? Prends-tu le temps? Ça ne te fait pas peur? T'as pas honte? Tu sais, ces amalgames, là, ces raccourcis, ces chroniques d'humeur, ces discours de haine que tu propages avec tant de détente et d'irresponsabilité risquent d'être pris au sérieux. Ils sont pris au sérieux. Moi, aujourd'hui, je m'adresse à toi parce que je ne veux pas que mon fils grandisse dans ce Québec que tu nourris de tant de haine et de peur. Je ne veux pas que mon fils soit obligé de cacher ses origines moyen-orientales, mais je veux qu'il en soit fier. Comme je veux qu'il soit aussi fier de ses origines québécoises. Je veux que mon fils devienne ami avec d'autres enfants québécois et qu'il et elle puissent ensemble bâtir un meilleur monde. Qu'ils deviennent des adultes qui réfléchissent, qui puissent devenir amis avec d'autres jeunes enfants. Qui sait? Peut-être même avec les enfants d'un jeune couple syrien qui s'apprête à vivre ici. Tu sais, ces enfants-là, des parents réfugiés là, que tu passes ton temps à détruire, dénigrer, sur qui tu craches ta peur dessus. Parce qu'aujourd'hui, j'ai peur du monde dans lequel mon fils va grandir, dans ce monde rempli de peur et de haine que tu aides à bâtir. Et c'est pour ces raisons-là, et pour plein d'autres raisons, comme la colère, la peur, mais surtout l'amour, que finalement, oui, j'ai décidé de m'exprimer. Je ne suis heureusement pas suivi par des dizaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux, donc je n'ai pas la même portée que toi, heureusement. Mais who cares? Je tente ma chance. Quelqu'un qui s'attarde simplement au grand titre, tu sais, le sapin de la discorde, va pas lire le détail, fait pas le suivi de la nouvelle, bien évidemment, il va tomber d'un stéréotype et d'un préjugé encore une fois, là. Oui, effectivement. D'ailleurs, on l'a vu tout de suite. Si on regarde les commentaires, il y a eu des commentaires extraordinairement violents sur Facebook. Donc, des gens qui ont partagé le reportage en tant que tel. Oui. Et si on voit, il y a même des gens qui demandent que les Juifs doivent partir en Atlantide, qu'il faut bombarder Jean Lien. Là, c'est absolument
horrible, quoi. Bon, qu'il faut jeter des bombes sur les Juifs de marde, qui a vraiment besoin de Hitler revienne, etc. Je veux dire, c'est des propos haineux absolument insupportables. Est-ce qu'on ne devrait pas resserrer un peu les règles, là? La loi qui s'en vient sur le discours haineux, puis d'interdire ça, c'est peut-être un pas dans la bonne direction. Mais il y a encore des zones grises, là. Parce que sur Facebook, là, aller dire ce que vous m'avez lu, là, c'est de la propagande haineuse, là, de ces gens-là. C'est épouvantable. Oui, absolument. Alors, on est très très mal protégé ici au Québec par rapport au discours haineux. Hein. Bon, la nouvelle loi contre les discours haineux, la propagation de la haine, est un pas dans la bonne direction. On va voir ensuite comment est-ce qu'elle va être appliquée au niveau de notre législation. En France, être raciste n'est pas une opinion, c'est un délit. Exact. Chez nous, être raciste est une opinion valable. Elle peut même être une opinion d'un chroniqueur. Oui, même c'est bon chic, bon genre. Ici, à cette tribune, j'ai déjà parlé d'un animateur en Montérégie qui fait la pluie et le beau temps sur une station AM, pour pas le nommer, Max Bradette, de midi à 14 heures. Écoutez, c'est épouvantable ce qu'on entend sur ces ondes-là. Et j'ose croire, mon cher Haroun Boisy, que ce gars-là, à un moment donné, avec la nouvelle loi, on va pouvoir faire taire des gens comme ça. C'est triste de dire ça. On est tous des apôtres de la liberté d'expression. Mais ce qu'on entend sur ces ondes-là, en particulier, j'en reviens même pas. C'est parce que personne n'écoute, là, c'est pour ça, là. Oui, absolument. Et puis, il faut comprendre aussi que cette loi-là va tenir en compte les conséquences du discours. Donc, il y a des posts Facebook qui, malgré leur haine, n'auront pas de conséquences dans la société évidente. Alors qu'il y a des chroniqueurs, effectivement, qui ont une responsabilité. Qui ont une responsabilité et qui ne font que développer la haine contre des minorités, qu'elles soient d'ailleurs des homosexuels, des femmes, des juifs ou des musulmans, ça change pas grand-chose, ou des personnes handicapées, par exemple. Et puis, ces personnes-là, effectivement, devront se méfier et on pense que c'est tant mieux. Parce que j'ai remarqué que Noël, c'est la fête de l'hyperconsommation. J'ai remarqué que les achats des fêtes pour un foyer occidental dans la moyenne, c'est pas très bon pour Dame Nature. Pas plus que ça l'est pour nous. Le plus grand mensonge de Noël que les parents peuvent faire à leurs enfants, c'est pas que le Père Noël il existe pas, c'est que les cadeaux vont les rendre heureux. Ça nous apprend très jeune que pour être heureux, ben, ça nous prend des possessions. On apprend aussi que pour montrer aux autres qu'on les aime, faut leur acheter des choses. Tu sais, parce qu'il n'y a rien qui dit « je t'aime » comme des cochonneries cheap faites en Chine par une main-d'œuvre esclave, vendues à une compagnie appartenant à des millionnaires et bénéficiant d'aide aux entreprises, payant des salaires d'esclaves à ses employés, privés de profiter des fêtes avec leur famille. C'est comme le plus beau moment de l'année, t'es avec toute ta famille, puis le moment que t'attends le plus, le moment de l'année, genre que t'as donc hâte, ben c'est... des cadeaux, c'est des possessions accumulées sans aucune aventure plaisante. À cause d'un horaire condensé dans une semaine ultra stressante. Vive le moment, qu'est-ce qu'on en sait parce que perdre du temps nous hante. Notre paix d'esprit délaissée pour que dans notre budget on rentre. Sérieux, imaginez si tout le monde boycotte les multinationales, comment que ça serait awesome! Sérieux, ça serait le meilleur cadeau qu'on pourrait faire à notre terre-mère. Elle mérite tellement, après tout ce saccage corporatif, imaginez comment ça lui ferait du bien un break d'une année. Faire de l'hyperconsommation, elle serait réduite un peu au moins. Que je vous voie dire que ça sert à rien puis que ça va jamais arriver. Certain que ça arrivera pas du jour au lendemain. Un changement brutal de société est utopiste. Par contre, un changement progressif, une personne à la fois, est réaliste. Fait que si tu te dis, ah, ça serait donc le fun, mais y a personne qui va le faire, fais-le.